et bienvenue dans l'émission Tout en couleurs, un programme de divertissement, de partage de savoir et surtout de belles rencontres. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons par les good news avec notre invitée Sourour Pivion, directrice Montessori du Pré-Saint-Gervais et formatrice internationale en pédagogie alternative qui viendra nous parler de la formation en pédagogie Montessori avec Prima Scola et Educare. Pour le bien-être, le docteur Emna Dekili, directrice du centre de thalassothérapie de l'hôtel 5 étoiles El Mouradi Gamart, nous parlera des bienfaits de l'hydromassage et de la chromothérapie. Pour la culture, nous sommes partis à la rencontre de Laurent Réval, chanteur, et Olivier Desmoulins, écrivain, lors d'un événement, l'univers de Springsteen au Hard Rock Café. Et dans l'instant coaching, elle est là avec nous. Nazia Sakli, directrice de projet, nous parlera de l'intelligence artificielle pour ou contre. Bonjour mesdames, comment vous allez? Ça va très bien. Ah, c'est un plaisir de vous accueillir. On va être gentil avec Nazia parce que c'est sa première télé. Alors on est là, on la soutient comme je lui ai dit. Allez, on se lance et c'est ça en fait, tout en couleur. C'est qu'on prend les gens tels qu'ils sont avec leurs émotions. Et il n'y a pas à être parfait comme ça. Non, les émotions c'est ça et c'est ce que j'aime dans Tout en couleur. C'est qu'on prend les gens tels qu'ils sont. Alors, c'est comme une famille pour moi. Je vais vous embarquer, justement. On va commencer tout de suite avec les good news, avec notre invitée Sourour Pivion, directrice générale de la Maison des enfants Montessori du Pré-Saint-Gervais. Elle est formatrice internationale en pédagogie alternative. Alors, Sourour Pivion, je sais très bien de sources sûres que vous êtes parti le 6 et 7 mai à Tunis. Vous avez participé à une formation en pédagogie Montessori, fondamentaux et vie, pratique avec Prima Scola et Educare. Vous pouvez nous en parler? Oui, merci déjà pour l'invitation, enchantée. Oui, effectivement, je suis partie pour la première fois en Tunisie en partenariat avec Educare. C'est un cabinet, c'est un centre de formation qui est créé par Madame Lilia Kamoun, qui est extraordinaire personne. En fait, on se rejoint et on est alignés. D'accord. C'est un centre de formation en Tunisie En ou Tunisie. En Tunisie. Okay. On a travaillé en fait pour la constitution d'un nouveau groupe, d'une nouvelle mission, j'ai envie de dire, oui. Encore en Tunisie, parce que je donne des formations et des conférences à l'échelle internationale. Et c'était vraiment un franc succès. Il y a un besoin extraordinaire. En tout cas, j'ai envie de dire, on ne peut plus faire autrement. Il y a le conventionnel, à chaque fois on en parle, conventionnel, traditionnel, où il y a du monde qui se retrouve là-dedans. Mais par contre, l'alternative, il faut que ça soit un vrai choix, de toute façon. Un vrai choix, on boucle, j'ai envie de dire, tous les programmes, mais pas de la même manière. Oui, c'est sûr. Mais on se rend compte aussi qu'il faut aussi s'adapter. Les programmes doivent s'adapter aux enfants parce que les enfants sont en permanence en évolution, en changement. Et la société actuelle est une société, malheureusement, où il y a une perte de valeur. Il faut revenir à la source. Je pense que justement, avec l'école Montessori, c'est ça. Le manuel, apprendre la nature, revenir à l'essentiel. Oui, et du coup, effectivement, il y a là, lors de la dernière formation, j'ai envie de dire, il y avait 90% de personnes qui viennent du monde de l'éducation. D'accord. Qui sont venus pour se former parce qu'ils sont intéressés par cette méthode. Oui, et ils ont bien compris et de toute façon, ils ont ressenti, même s'ils n'ont pas compris le mécanisme, ils ont ressenti qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais bien sûr. Donc l'enfant, il ne peut pas, il est en évolution naturelle et donc il ne peut pas s'adapter à quelque chose qui est très conformiste. C'est ça, exactement. Il n'aime pas ça. Non. En fait, il n'aime pas qu'on le mette dans une case. L'enfant, il est multidimensionnel et puis il n'aime pas non plus qu'on lui donne des lois strictes. Tout ce qui est difficile, rigide, tout en gardant bien sûr une certaine... Il y a un cadre. Voilà, il y a un cadre. Mais ce qui est important, c'est justement une évolution. Oui, en tout cas, voilà, la demande, elle est là et elle s'amplifie et elle se confirme. C'est ça, exactement. Donc, quelles étaient les questions des participants? Les questions, mais souvent, c'est la liberté. Moi, j'ai envie de dire, quand on parle de liberté, on est obligé de parler de discipline. Être clair, c'est pas être sévère, parce que être clair, c'est rassurer, donner un cadre qui est
hyper rassurant pour l'enfant, c'est exactement ça. Être sévère, c'est être un vrai tyran. Ouais. Et donc ça, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est l'adulte qui veut un résultat absolu d'un enfant, que en fait l'enfant, il est en évolution et que l'adulte, il est en situation figée. Il est en situation, il a déjà fait son statistique, auto-statistique de l'enfant, auto-jugement. En fait, l'enfant, par contre, nous, on l'accompagne pour avoir une formation personnelle humaine sur un niveau critique. Qu'il arrive à quantifier, qu'il arrive à savoir où, à son niveau enfant, hein, on ne demande pas non plus, on ne forme pas, on ne donne pas des injections pour devenir génie, non, on veut des hommes et des femmes équilibrés. C'est ça. En fait, vous accompagnez les enfants pour qu'ils trouvent eux-mêmes leur potentiel et ce qui les passionne, ce qui les anime. Donc c'est tout un accompagnement bienveillant, mais tout en étant justement dans une discipline. Et encore une fois, le mot discipline, mais bienveillante. Parce qu'il y a une différence entre discipline dure, stricte, où on va crier sur l'enfant. Malheureusement, le fait de crier trop sur les enfants les traumatise et les empêche plus tard d'être des adultes épanouis, équilibrés. Et la plupart de ces enfants qui ont subi des brimades psychologiques, à un moment donné, ils manquent de confiance en eux et on le voit, les dégâts. Hein. Ah oui, puis justement, il y a ce côté sévère et en fait, ça freine, ça fige l'évolution de l'enfant. Un enfant, quand la personne lui hurle dessus, et en fait, il n'arrive plus à aller au-delà. C'est comme, par exemple, dans le cadre, dans la vie en général, idéalement, c'est quand on a deux nouvelles, une bonne et une mauvaise, ou inversement, il ne faut jamais commencer par la mauvaise. Parce que le cerveau, il n'accepte plus rien d'autre. On peut lui raconter la meilleure nouvelle en second lieu, fini. Ah, c'est bon à savoir ça. Parce que des fois, on dit, raconte-moi la mauvaise, après la bonne. Alors qu'en réalité, il faut toujours commencer par la bonne. Mais vous voyez le cerveau, bien sûr. Il va rester figé sur la mauvaise. Et il va essayer de trouver la solution ou de dire comment je vais faire. En tout cas, le questionnement, ils vont s'éparpiller. Ça va avoir plusieurs tentacules de recherche de réponse. Mais en fait... C'est ça, exactement. Mais tout ça, ça s'apprend. Et c'est justement votre rôle. Vous formez énormément d'équipes pluridisciplinaires dans les écoles. Et ils ont besoin de ça. On voit que l'école traditionnelle, elle est limitée. On voit justement qu'on essaye... Puis il y a toujours eu dans l'école traditionnelle, « Ah, toi, tu es un cancre, toi, tu n'y arriveras jamais. » Toi, en fait... C'est le jugement, en fait. Il y a le jugement, on met toujours dans des cases. Et l'enfant, avec ça, à la fois, avec la maîtresse, ça se passe très mal. Et quand il rentre à la maison, il se fait disputer parce que la maîtresse a dit aux parents, votre enfant, il est nul, il fait... Alors qu'en réalité, cet enfant, ça peut être un très grand artiste. Cet enfant, ça peut être un très grand, je sais pas, musicien, peintre ou ce qu'il veut, ou footballeur. Hein. On le voit dans le cas justement de grands footballeurs qui, quand ils étaient jeunes, ils avaient des troubles. Ils étaient soit TDAH ou il y avait d'autres troubles. Et aujourd'hui, ce sont des footballeurs professionnels. Mais en parlant de sport, moi j'étais ancienne athlète et s'il n'y avait pas le sport, je ne pense pas que je serais là aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai fait... ça m'émeut. Chez moi, il y a beaucoup d'émotions. C'est normal. C'est l'énergie qui fait ça. Non, mais je reviens dessus. C'était aussi, il y a des profs, bien évidemment, qui étaient à l'époque majoritaires. Je pense pour tous les enfants, et malheureusement, qui sont majoritaires à donner des jugements, à classer, à cataloguer, à freiner, à brimer. Quelques-uns, mais il y en a d'autres, ne serait-ce que dans le traditionnel, ils sont extraordinaires. C'est des militants. C'est des gens, et des femmes et des hommes qui sont super engagés. Et le sport vous a beaucoup aidé. Énormément. Oui, heureusement. Heureusement qu'on trouve toujours des personnes, des adultes qui sont là pour, on va dire, nous aider, malgré des personnes adultes qui malheureusement font beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts, et jugent énormément. Hein. Moi, je me vois beaucoup en vous. Moi, j'ai connu beaucoup ça. Ah oui. Donc, c'est pour ça qu'il faut croire en soi. Et je dis, malgré les jugements des autres, ce ne sont pas vos jugements à vous.
Ce qui est important, c'est ce que vous pensez de vous. Et il faut croire en ses rêves, il faut aller jusqu'au bout. Vous êtes un exemple, justement, Sourour Pivillon, parce qu'on voit à travers tout ce que vous faites dans les réseaux, dans les médias, dans tout votre parcours aussi, hein, que vous transmettez avec beaucoup de bienveillance, excusez-moi, et beaucoup d'amour, et surtout de conviction. C'est surtout ça. Et d'engagement. Voilà, d'engagement. Moi, c'est une militante, voilà. Ouais. Une militante associative, vous croyez en cette formation. D'ailleurs, Montessori, on voit les enfants qui sortent de ces écoles-là, ce sont des enfants qui sont responsables très tôt, qui arrivent à se débrouiller tout seuls très tôt. Et d'ailleurs, c'est ce que vous apprenez aux enfants hein, dans votre école. Hein. Oui, et puis c'est souvent, en fait, c'est un panel de la représentation de la société. Ouais. Il y a de tout. Il n'y a pas les grandes stars, effectivement, nous avons différentes personnes, c'est pas besoin de les citer, tout cela se trouve sur le net, ouais. Mais on a de l'artiste, on a du charpentier, on a on a de tout. Tous les techniciens je veux dire, de la constitution de la société. Ça veut dire quoi? La société, il faut avoir une constitution d'utilité publique ça, de la société. Ouais. C'est ça, en fait. C'est faire un packaging de tout ça, d'un packaging, j'ai envie de dire, humain surtout, et des valeurs qui restent aussi alternatives. Alternatives, on n'est pas obligés tous de fonctionner pareil. Voilà, ça c'est important justement aussi, c'est important de le dire, que voilà, chacun est différent, chacun est unique, et il faut apprécier, aimer la personne dans sa totalité, telle qu'elle est, et surtout l'amener à sortir le potentiel qui est en elle. Nous, comment on voit les choses, et moi particulièrement, c'est la culture du potentiel. Quand on parle de l'éducation, en fait, c'est voilà, repérer des besoins. J'appelle pas ça des problèmes, parce qu'en fait, c'est des besoins. Le besoin, c'est une manifestation. Le problème, c'est qu'on va, voilà, il y a un problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Des fois, ça ne fonctionne pas comme ça. Et par contre, oui, on va voir là où il y a les besoins d'un enfant. Par exemple, un enfant qui trébuche très souvent. Un enfant qui fait tomber des choses. Un enfant, oui, le problème, la vaisselle, j'ai envie de dire, on s'en fiche de la vaisselle. Le plus important, comment accompagner l'enfant. Voilà. Ah oui, oui. Pour qu'il ne trébuche pas. Est-ce que le mobilier n'est pas OK pour lui? Est-ce que le mobilier il est très haut? Est-ce que les chaises, souvent on trouve dans le domaine scolaire des chaises qui sont penchées les pieds en arrière? Il n'y a pas mieux pour faire des galipettes et des casse-figures dans la classe. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas étudiées. Alors tout cela, l'environnement, justement parlant de l'environnement et l'accompagnement des professionnels, j'ai donné à plusieurs workshops dans les écoles, dans une école en France, à Paris exactement, une école d'architecture que je n'étais pas destinée à l'architecture, mais par contre, oui, j'ai évolué dans le monde de l'enfant et l'enfant, il m'a appris tellement de choses qu'il y a des lieux qu'il faut catégoriquement les modifier pour que l'enfant puisse s'épanouir. On parle de l'environnement, il y a l'environnement intérieur, c'est nous. Avant voilà, ça c'est extérieur, tout le reste, mais l'intérieur, l'âme, l'être, comment ça se passe. Après, il y a l'environnement, nous, physique, comment on veut être, les codes de la société, compagnie. Et après, il y a l'environnement extérieur, tu es là où nous sommes maintenant. Et il y a des classes, il y a des lieux de vie, mais ça ne donne pas envie d'apprendre. Il n'y a pas de plantes. Il y a pas il y a trop de dessins d'enfants placardés partout. Il y a plein de choses qui sont affichées, mais en hauteur. L'enfant, il est complètement perché. Mais qu'est-ce qu'il va comprendre? C'est comme une personne âgée, si elle a, dans des EHPAD, on le voit très souvent, ils ont le dos cassé par la vie, par d'autres raisons, physiques, etc. Et donc, ils sont comme ça, par exemple. Vous leur mettez le numéro de la chambre là-haut, mais il ne va jamais la voir, la chambre. Ne vous posez pas la question pourquoi il ne trouve jamais sa chambre. Il n'est jamais au niveau qu'il lui faut. Donc, pour les enfants, c'est très important de travailler sur l'environnement. Donc, pour les écoles d'architecture, et puis j'ai fait
2 ou 3 workshops aussi à l'École nationale de Sidi Bou Saïd d'architecture, et où c'était une grande première, mais ils font un extraordinaire travail, ils ont envie, la volonté, c'est pas ça qui manque. En fait, mais par contre, c'est comme partout, c'est comme tout, avec qui travailler. C'est ça, exactement. Donc, tu n'es pas obligé de travailler avec un architecte pour fabriquer encore et monter des murs et travailler avec le béton. Le béton est nécessaire, mais il y a d'autres produits et d'autres matériaux qui sont plus nobles, bien sûr, qui sont plus éthiques et qui ont plus de traçabilité. Traçabilité, ça veut dire on peut vérifier. Ouais, donc, en clair, il faut s'adapter aux enfants. Oui. Parce que les enfants ne peuvent pas s'adapter au monde adulte. Non. C'est l'adulte qui doit s'adapter. Mais encore une fois, votre rôle, Surur Pivillon, c'est de former, d'alerter et de transmettre ce savoir qui est important pour remettre au centre l'humain. Oui. Et avant tout, l'enfant qui deviendra l'adulte de demain. Qui est le père de l'homme. Enfin, je veux dire, nous, ok, on est là. On a évolué, on a encore beaucoup de choses, sinon on va s'ennuyer le restant de notre vie. Mais l'enfant, il est en pleine évolution. Alors, il y a l'évolution pleine émotionnelle. On a le degré qu'on appelle les périodes sensibles. Donc, il est en effervescence, il ne demande que ça, que d'apprendre. Oui. Alors, on a les périodes sensibles de l'ordre, de langage, du mouvement. Il y a beaucoup il est en pleine de langage. Le langage, on appelle ça, c'est une explosion. Donc ça part. Ouais, ça part partout. Il faut qu'il commence tout de suite à lire, ça vient tout seul. J'ai envie de dire, quand tout seul. Et en fait, il fait surtout moins d'efforts à cet âge-là, quand on l'encourage. Ouais. Hein, on n'est pas là à dire bravo toutes les 2 secondes, non, parce que du coup, ça rend des enfants indépendants de l'adulte, ce qui est une relation très malsaine. Donc, on encourage, ah, ok, c'est bon, qu'est-ce que tu en penses, etc. Donc, il y a... Il faut participer. Oui. C'est important. Et ça l'aide d'avoir de l'auto... critique? Oui, à son âge. Oui, c'est ça. Surur, alors, est-ce qu'il y a des projets avec d'autres pays? Alors, je suis sollicitée par différents pays. Il y a la Guadeloupe, il y a là c'est plus le Martinique, Guadeloupe, plus cette partie du monde, enfin de France plutôt, j'ai envie de dire, c'est la France. Et là, depuis après le Covid, je me suis concentrée beaucoup sur la Tunisie. Et il y a énormément de richesses. Qui dit richesse, encore une fois, c'est pas les bourses, c'est pas les comptes en banque, et ça m'intéresse pas humaine. Du tout. Oui. Humaine. Oui. Et de richesse, de culture aussi. Ouais. Et j'ai envie de dire aussi, c'est l'avantage, c'est un pays petit mais grand. Petit de taille, mais grand de qualité, c'est très diversifié. Il faut juste le mettre en avant et lui faire comprendre sa richesse. Il faut les guider. C'est ça. Il faut leur faire confiance. Il faut comprendre aussi leur parcours. Hein, c'est pas évident tous les jours. Et donc, il y a beaucoup de demandes. Alors, j'ai animé une conférence au théâtre à Tunis. Le mois de février, et c'était extraordinaire. Il y avait, je ne sais pas, je peux dire 5-6 inspecteurs dans la salle. Ouais. Et qui sont venus là pour... alors, il y a des personnes qui leur ont posé des questions et ils ont dit, mais on est venu pour aussi apprendre comme vous. C'est ça, exactement. Et donc, il y avait Luciano Mazzetti et Lucio Lombardi, l'ex-président de la fondation Maria Montessori de Chiaravalle, qui est là où elle est née, et Luciano Mazzetti, qui est le président du Centre international Perugia, à la maison mère. Ouais. Et mais vraiment, il y avait une demande fabuleuse. Ils attendent que ça. C'est ça, et je pense que c'est important justement de continuer, transmettre, à donner. Et je pense qu'on peut vous trouver sur les réseaux. Oui. De toute façon, il y a Surur Pivillon sur Facebook, il y a sur Instagram. Et le 8 et le 9 juillet, on ouvre une nouvelle formation avec Educare sur Tunis. Super. Sur Tunis. Et là, ça sera dans le cabinet Educare, avec les mêmes personnes de l'ancienne, une quinzaine de personnes. Il va y avoir des nouveaux pour des anciens groupes pour constituer. Voilà. Ça.
Et il y a la formation, il y a l'association Maria Montessori à Tunisie aussi, et on va avoir le lancement. Bah, super en tout cas. Bon, bah les soureurs, je vous embarque toutes les deux. Hein. Ah, Nazéa, elle écoute bien, hein, elle est silencieuse. Mais là, je vais vous embarquer toutes les deux pour le bien-être. Hein. Nous sommes partis donc à la rencontre du docteur Emna Dekili, directrice du centre de thalassothérapie de l'hôtel 5 étoiles El Mouradi Gamma. Elle nous a parlé des bienfaits de l'hydrothérapie et de la chromothérapie. L'alliance de l'eau et des jeux de lumière apaise l'esprit et détend le corps. On regarde ensemble. Bonjour à tous, dans la rubrique Santé Bien-être de l'émission Tout en couleur, je suis avec le docteur Emna pour nous parler d'un soin. Alors c'est un soin bien spécial avec des roses, des pétales de rose. Je dis toujours que les roses c'est harmonisant, énergétique, ça permet de détendre. Le parfum nous permet aussi vraiment cette profondeur de relaxation profonde. Et là donc, le docteur Emna va nous parler pourquoi ce bain, c'est quoi exactement, ça s'appelle comment? Alors c'est un hydromassage avec chromothérapie. Ce bain-là, il est multisensoriel. Il associe tous les bienfaits d'un mécanique, d'un bain pétillant multijet avec une action de chromothérapie, donc la lumière, l'action... Les couleurs, c'est ça? Si j'ai bien compris, donc on utilise la lumière, les couleurs pour le bien-être. On connaît maintenant la chromothérapie, hein, vraiment ses vertus. Et les jets d'eau pour tonifier? Pour tonifier, pour se relaxer. C'est un anti-stress, antioxydant avec tous les bienfaits de l'eau de mer dedans. Donc c'est un soin qui vise tout le monde, toute personne désirant de se détendre. Donc là c'est de l'eau de mer hein, qu'on utilise. Hein? Exactement, c'est de l'eau de mer. Tous nos soins c'est de la thalassothérapie, donc tous les soins sont à base de l'eau de mer. La Tunisie est la deuxième destination mondiale après la France pour la thalassothérapie. Pour les vertus, les bien-être. Donc on sait très bien que l'eau de mer, c'est les oligo-éléments. Ça permet justement de libérer tout ce qui est négatif. Et puis la chromothérapie, l'utilisation, c'est malin ça. Hein, utiliser la chromothérapie plus les jets d'eau pour vraiment qu'il y ait cette action relaxante. Hein, c'est bien ça. Exactement. Hein. Et avec un bain floral, ça permet de se détendre encore plus. Surtout les roses. Donc les roses, on sait très bien que déjà il y a le parfum. Je parlais tout à l'heure de harmoniser, la rose harmonise et puis c'est aussi énergétique. Donc retrouver un équilibre. Aujourd'hui on parle beaucoup d'énergie, donc retrouver un équilibre énergétique aussi. Hein. Oui, exactement. Docteur Emna, tout le monde peut faire ça? C'est destiné à tout le monde, à toute personne qui désire passer du bon temps et profiter de toutes ces vertus-là. Donc c'est pour tout le monde, sans exception. Est-ce que ce soin est demandé beaucoup par les curistes? Ce soin est énormément demandé par les puristes. Alors vous sentez bien en fait dans l'eau? Oui, bien sûr, c'est parfait. Ah si c'est parfait, moi je vais prendre ma place après. Hein. Alors voilà, l'hydrothérapie, la chromothérapie avec le docteur Emna, toujours là pour vous conseiller. Franchement c'est super. Donc je vous conseille ce soin-là si vous voulez vraiment vous détendre, si vous voulez vraiment détendre la tête, les muscles, le corps, eh bien n'hésitez pas. Allez, on y va dans le bain. Allez, on y va. Eh oui, ça fait rêver, ça fait du bien. Hein, ah là 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 là. Allez, on va faire un petit jeu. Il y a les couleurs, on parlait de chromothérapie. Alors, quelle est la couleur? On ne triche pas, on ne regarde pas mes feuilles. Quelle est la couleur de la guérison? Alors? Violet ou saumon.
Pour moi, le vert. C'est le vert. C'est vrai. En fait, le vert, c'est la couleur de l'équilibre, de l'harmonie, de la stabilité. Et c'est un grand pouvoir de guérison. Donc, rapporter. Ah oui, c'est vert. Une belle roue. Du jardin, hein, c'est ça? Oui, oui, oui. Ah voilà, exactement. Je l'ai attrapé en sortant. Donc c'est le vert. Ensuite, quelle est la couleur de la spiritualité? Pour moi, c'est le mauve. Le blanc. Le violet. Le violet est très utilisé dans la pratique de la méditation et de la guérison spirituelle. Alors, la couleur qui est anti-inflammatoire, qui apaise les anxiétés, antispasmodique, c'est laquelle couleur? Pourquoi tu commences tout le temps par moi? Je sais pas, hein, bon, regardez. Alors, quelle couleur? Couleur, c'est une couleur antispasmodique, anti-inflammatoire, apaise les anxiétés. C'est quelle couleur? Pour moi, toute la gamme dynamique qui va vers, en fin de compte, les couleurs des agrumes. C'est-à-dire vers l'oranger, toutes les Saumon. variétés. Alors, entre le saumon et l'oranger, eh ben non, c'est le bleu. Le bleu est la couleur anti-inflammatoire, ça apaise les anxiétés, donc mettez du bleu. Antispasmodique et régulateur de la tension artérielle. C'est incroyable parce que ce n'est pas du tout les mêmes références Eh ouais. que, par exemple, dans les environnements dont on parlait tout à l'heure. Ah ouais? Ah oui. Eh ouais. Oui, oui. Le violet, le violet est sorti pour Le violet, méditation. Oui, c'est Oui, ça. nous, on le met dans les parties, les coins où il y a la sieste. Bah, en fait, pourquoi? Parce que le violet, il apaise aussi, Oui. puisqu'on l'utilise dans la Oui, méditation. Donc, et on sait très bien que le violet, c'est la couleur de la spiritualité. Oui. Et donc, oui, c'est c'est exactement plus ça cerné. pour apaiser. Voilà. Bien sûr, en fait, là, on va vraiment agir. Donc, quand il dit le bleu, c'est apaise les anxiétés, mais il n'y a pas que le bleu. Oui, Il y a oui. aussi le violet, il peut y avoir le mauve aussi, toutes ces couleurs-là qui permettent vraiment d'agir au niveau des neurotransmetteurs. Allez, une dernière. Quelle est la couleur la plus positive? Voilà. Quand par exemple, vous voyez cette personne, vous voyez certaines personnes, elles ont une lumière sur elles, et puis vous dites, elle ressemble à, elle a une énergie, Solaire. donc c'est la couleur. Moi, tout ce qui est orangé et dynamique. Un peu jaune. Le jaune, exactement. Donc voilà, si vous voulez être solaire, mettez du jaune. Bon allez, c'était un petit jeu. Hein. Après, on va passer maintenant à la culture. Je vous embarque dans l'univers justement de Springsteen au Hard Rock Café. Nous sommes partis à la rencontre de Laurent Réval, chanteur, et de Olivier Desmoulins, écrivain. Deux amis inséparables. Ils nous ont fait un super spectacle. On regarde. Maintenant, c'est le concert débat autour de Springsteen. C'est un Ça finira par la soirée à la plage autour de Springsteen. C'est un musicien, vous connaissez un peu, et un écrivain réunis sur scène. Au départ, l'idée est de Laurent, et moi je trouve ça excellent d'avoir marié comme ça professionnellement un musicien et un écrivain. Et l'idée, c'est vraiment de faire découvrir et la vie de Springsteen et son œuvre, mais adaptée en français. Et ça, c'est très original. Alors, adapté, ça ne veut pas dire traduit. Il y a bien sûr des traductions, mais c'est vraiment adapté musicalement. Et ça, seul un musicien pouvait le faire. C'est une première partie concert-spectacle, et avec plus de 25 chansons, du boss donc en français, et pas des moindres, avec à la fois des titres très connus et puis des petites pépites aussi, puisqu'on reste des passionnés de la première heure du boss. Et c'est une deuxième partie, conférence, débat, donc un micro ouvert où on discute vraiment avec le public en toute simplicité, puis on s'apporte des choses mutuellement. Alors le but c'était quand même d'amener un public qui n'est pas celui du boss. On voulait permettre à tous ces gens qui ne comprennent pas cette langue de pouvoir découvrir les chansons à texte, parce que la plupart du temps, à chaque fois en sortant de la salle, ils nous disent mais on ne savait pas que c'était ça Springsteen. Donc voilà, le but c'est de ramener tout ce public qui n'est pas le sien dans des salles pour franchir la barrière de la langue. Et je crois que c'est une des grandes forces du spectacle, c'est que ça plaît à la fois aux fans de Bruce et puis aux non-initiés. Et même, je pense qu'on aide certains couples à se ressouder, puisque j'ai remarqué que quand dans un couple il y a un fan et que l'autre n'aime pas Bruce Springsteen,
Ça permet comme ça, voilà. Donc J'ai cru que tu allais dire, il y a plein de gens qui étaient séparés que je vois ensemble. Voilà, tu vois. T'allais dire ça, en fait. On jouait les rois sur la montagne. Et puis un jour, le monde nous a fait redescendre. Et nous sommes devenus des hommes. C'était il y a longtemps tout ça. La mémoire peu à peu s'efface. Et chacun a pris son chemin. Chacun a saisi sa chance. Nous on se tenait côte à côte, en donnant tout l'un pour l'autre. On s'est promis jusqu'à la mort d'être des frères. Mais ce monde si cruel tue lentement tous nos rêves, faisant de nos belles promesses un jeu d'un autre temps. Et les évidences d'autrefois se mêlent d'ombre et de grisaille. On s'est perdu dans le travail et les factures à payer. Et c'est un long voyage de questions et d'incertitudes quand il n'y a personne à t'écouter. Ce fut vraiment un réel plaisir et en fait ce que j'aime beaucoup chez ce chanteur, Laurent Rival, c'est que c'est très profond et il a réussi à embarquer toutes les personnes présentes dans les émotions. Et c'est vrai qu'il réussit à merveille à faire cette adaptation de Springsteen, de ses textes, et avec des messages très profonds, comme il disait, ouais, quand tu te retrouves tout seul et en fait tu dois payer des factures et c'est pas facile tous les jours, tu as des rêves et tout, mais la vie fait que tu reviens toujours à la réalité. Mais c'est ça en fait, aujourd'hui il faut des artistes très profonds qui nous touchent, en fait, qui touchent l'âme. Et c'est ça le plus important, c'est que ce sont des artistes engagés et ce sont deux copains, Laurent Rival et Olivier Desmoulins, qui est écrivain, qui a écrit un livre justement sur l'univers de Springsteen aussi. Et c'est important parce que ces personnes-là sont des personnes que j'ai rencontrées et qui sont tellement humbles, dans l'humilité et une ouverture du cœur, même si c'est la première rencontre. Et ils sont là, oui, à donner, à transmettre. Et c'était beau, quoi. On voyait aussi le public, bon là vous ne l'avez pas vu, mais qui chantait ensemble. Et c'est une énergie tellement puissante, tellement forte, que ça fait ressortir encore des émotions, puisqu'on parle d'émotions. Ah, ici on n'est que dans les émotions. Et c'est vrai qu'il y avait ces échanges conviviaux avec le public, des invités, des passages musicaux en guitare, mais aussi donc guitare acoustique, harmonica, des voix, et tout ça en fait amène à cette beauté de la culture, parce qu'on a besoin de culture. Hein. Ça. Et je pense que vous utilisez avec les enfants beaucoup les instruments de musique, la musique. Oui, et en fait on considère que le corps en tant que tel est un instrument de musique, et du coup on a accès à la découverte naturelle. On appelle ça la psychophonie. D'accord. La psychophonie, ça veut dire on a la chair, nous avons les muscles, nous avons les os et nous avons la peau. Donc, dans la majeure part des instruments, c'est la même chose. C'est ça, le corps de l'instrument. Donc, on fait beaucoup de vocalises, beaucoup de découvertes et beaucoup de préparation. En fait, d'éveiller. Donc, on va faire du petit tapotement là, et puis sur et réveiller, activer, les sens. Préparer. C'est ça, exactement. Et la partie sensorielle, elle est très très présente. En fait, on a accès direct que sensoriellement. Oui, exactement. On a la partie sensorielle et après on a le concret.
Ouais. d'abstraction. C'est important justement d'utiliser la musicothérapie. Donc, elle est importante pour apaiser, calmer. On l'utilise même d'ailleurs dans les maisons de retraite, avec les personnes âgées qui souffrent de Parkinson, d'Alzheimer. Même aussi dans les établissements psychiatriques, pareil, on utilise la musique pour calmer les crises, par exemple des personnes en crise bipolaire. Le chant prénatal aussi, Le chant prénatal, il est que sur un mode quasi vibratoire. C'est ça, exactement. Il n'y a pas d'instrument, c'est le corps. C'est le corps qui est important. Donc, c'est aussi faire les choses dans la pleine conscience. Tout ce qu'on fait doit être dans cette pleine conscience. Parce que c'est important justement de revenir à l'essentiel. Nézia, vous aimez la musique ou pas? Oui, beaucoup. Quel genre de musique? Je suis ouverte à toute forme de musique. Pour moi, comme elle a dit madame, la musique c'est l'expression un petit peu de l'être, c'est l'expression de l'âme. La mienne qui m'attire le plus, c'est vraiment la classique. Je trouve vraiment musique classique? Oui, c'est plus en fait quand j'ai besoin de sérénité, de calme et entendre mes vibrations intérieures et m'entendre réfléchir. Sinon, c'est vrai que c'est un petit peu de la science pour moi, c'est assez matheux. C'est réfléchi, c'est posé, c'est travaillé, la musique. Mais après, c'est aussi vibratoire. Parce qu'en fait, lorsqu'on laisse le côté scientifique sur en fait, qu'est-ce que fait telle note sur justement telle partie du corps ou alors au niveau des vibrations, mais lorsqu'on laisse le mental de côté et qu'on ressent les choses, on vibre avec les vibrations musicales, que ce soit D'ailleurs, il y a eu des études de fait au niveau de la mémoire de l'eau et au niveau des vibrations avec l'eau, avec les différents types de musique. Et ils se sont aperçus qu'avec la musique classique, la musique de relaxation, en fait, la molécule d'eau, elle était harmonisée. Et il y a certains types de musique, bon, je ne suis pas contre les musiques comme les hard ou le métal et tout, chacun. Eh bien, en fait, ça faisait exploser les molécules d'eau. Et c'est là où on se rend compte l'importance de justement de faire attention au type de musique que l'on écoute, parce qu'il faut être en résonance avec ce que l'on écoute. Ça, c'est beau, ça. Ça fait partie de c'est tout nouveau, en fait, ça prend plutôt surface, ça revient. C'est la guérison des plantes avec la musique classique. Sûr. Les animaux aussi, bien sûr. Ah oui. Ah ouais, mais c'est beau. L'être humain, je pense qu'il est guéri par les vibrations telles que poser un chat, donc elle ronronne tout doucement et tout. La science, elle a montré qu'elle peut carrément soigner des fissures. Des plaies et des fissures de l'os carrément. Cette vibration-là, c'est pour ça que les problèmes de tension, le problème d'angoisse et tout, des fois on sent qu'on vibre trop. Donc mettre un bébé ou un animal, ça dépend, calme. Ça calme. Le chat surtout. Parce que le chat, en fait, il apaise énormément. D'ailleurs, on utilise beaucoup les animaux dans des cas de pathologie graves, des personnes même qui sont en fin de vie, ou même des personnes qui ont un handicap. Parce que l'animal, avec ses énergies positives, parce qu'on sait très bien, les animaux, en fait, ils veulent notre bien, c'est comme les plantes. Tout à fait. Et le fait d'utiliser les animaux, la ronron-thérapie, justement, la ronron-thérapie pour les chats, et ben, ça permet de calmer, d'apaiser. Il faut revenir à l'essentiel. Moi, je suis beaucoup partisane de dire qu'il faut revenir à la source. Ah oui, tout à fait. Ben, pour revenir à la source, justement... On va passer à l'instant coaching et là on va parler d'intelligence artificielle, donc avec notre invitée Nazia Sakli, directrice de projet. J'ai posé cette question, l'intelligence artificielle, pour ou contre? Avant de vous laisser la parole. Alors, pour ou contre? Alors ça dépend de comment on va s'en servir. Voilà. Pour quel public? J'ai envie de dire pour quelle intelligence émotionnelle. Tout le monde n'est pas prêt à ça. Oui, c'est sûr. Donc, et en tout cas, pour les enfants jusqu'à un certain âge, tout ce qui est qui ne leur offre pas l'opportunité de réfléchir par eux-mêmes, faut éviter. C'est non. C'est ça. Après, c'est autre chose. Alors, Nazia, c'est quoi l'intelligence artificielle? Ça fonctionne comment? Effectivement, je rebondis ce que vous venez de dire.
il faut être prudent avec l'intelligence artificielle, mais rappelant tout simplement que l'intelligence artificielle, c'est une forme d'imitation de l'intelligence humaine pour lui rendre service, pour faciliter certaines choses, pour, comme vous dites, rester au cœur de l'essentiel et servir l'être pour certaines tâches qui seront très difficiles à mettre en place dans des divers domaines, tels que la santé, des personnes par exemple âgées, quand ils tombent, elles sont seules et tout. Certaines choses, en fait, elles reconnaissent le mouvement de l'être humain. Donc il y a de l'accompagnement, il y a du suivi. C'est vraiment des services qui sont mis pour rendre à l'homme ce qu'il a perdu et ce qu'il est en a capacité temporelle à faire. Tout ce qui est enfin des programmes, des calculs. Donc aujourd'hui, elle est utilisée dans des domaines multiples tels que la santé, tels que la communication, tels que la sécurité. Et encore une fois, ça dépend comment elle est utilisée. Paradoxalement aussi, elle crée pour des personnes malveillantes. Bien évidemment, la technologie, on ne peut pas la freiner. Donc, elle avance. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que le domaine juridique y avance au même rythme qu'est l'intelligence artificielle ou la science ou la technologie ou tout ce qui est des domaines des télécoms, tous ces domaines-là, avec l'Internet et cette évolution, il n'y a plus de frontières. C'est ça, on a peur aussi. Hein. On se dit, on voit là l'intelligence. Je suis d'accord avec vous sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple pour les opérations. Ils utilisent beaucoup les robots. Donc maintenant, c'est beaucoup. Et ça aide énormément parce que le robot est minutieux. Il fait, voilà, contrairement à, l'humain aussi, mais c'est pas pareil. C'est vraiment une précision et tout. Donc on utilise vraiment cette technologie-là. Dans certains cas, on voit aussi beaucoup de marques de beauté, de cosmétiques, qui utilisent maintenant l'intelligence artificielle pour faire des publicités. Tout à fait. On va utiliser cette intelligence. Au lieu de prendre un mannequin ou un comédien, on utilise un avatar. Tout à fait. Donc ça, encore, faire ça va, c'est pas trop dangereux. Mais là, on va dans le vif du sujet, Nazia. Quand on utilise l'intelligence artificielle à la place de vrais humains, dans les relations humaines, on voit que maintenant des robots sont créés, hommes, femmes, pour remplacer les humains. On se dit, ça peut être la fin de l'humanité. Je comprends et je respecte vraiment cette crainte-là. Crainte-là, elle est toujours dans la préoccupation de l'être humain, elle restera toujours. Mais l'être humain, il ne sera jamais remplacé. Le concept lui-même, c'est vraiment de trouver des outils technologiques, informatiques, de communication de l'humain pour gérer et pour que l'humain lui-même, il se centre vers l'essentiel de son métier. Donc, par exemple, faire des analyses de la donnée, utiliser un mannequin virtuel et tout, pour que l'être humain il puisse se centrer et aller vers la création, vers ce qui est essentiel, et non pas ce qui est, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif ou sous-métier, mais des choses qu'on peut remplacer. Et ça reste toujours des tâches, et l'intelligence artificielle en elle-même, on peut la diviser en 3 niveaux. Une intelligence très développée, utilisée dans un domaine bien particulier, qui s'appuie sur des programmes informatiques et des systèmes dynamiques et des données qui a un certain niveau de qualité aussi. Et puis une intelligence artificielle, basique, on utilise pour des choses assez simplistes et génériques. Et puis elle est toujours une moyenne qui évolue. Donc ça, l'intelligence artificielle en elle-même, elle a presque, un petit peu plus que demi-siècle. Elle est, ah oui, quand même, hein. Donc voilà. Elle était évolué, en préparation et là, elle explose. C'est le boom de l'intelligence artificielle. Tout à fait. On la voit dans différents domaines. Elle pousse à la réflexion, elle fait peur à certaines personnes qui sont, comme vous, dans la communication, dans le respect de l'être humain,
comme vous aussi, madame, dans l'éducation de l'enfant et tout. Mais aujourd'hui, on aime justement l'éducation. Elle manque de moyens. Des personnes, par exemple, des enfants qui ont des manquements de motricité, des problèmes en fait neurologiques aussi. Pourquoi les mettre dans des maisons spécialisées par manque des moyens justement? Parce que l'être humain, enfin, c'est tellement sensible, il y a tellement d'impact et d'enjeux pour des personnes qui ont besoin plus d'accompagnement des soins. Pourquoi pas des hommes virtuels avec une intelligence bien pensée et réfléchie et qui est mis en place pour aider justement et servir tout ce côté-là. Le concept, il est toujours pour à faciliter le quotidien de l'homme et non pas le contraire. Après, comme toute science et comme tout concept, il a ses côtés positifs et certains ils sont conscients de cet enjeu-là, ils vont l'utiliser pour d'autres choses qui sont désagréables. C'est ça. Aujourd'hui, en fin de compte, tous les messages qu'on reçoit, fraudulés et tout, c'est des programmes. Mais est-ce que c'est mis... Ça utilise des programmes basés sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'était ça le concept initial? Non. Loin d'être le cas. Mais c'est vraiment d'éveiller, sensibiliser en fait, quand l'humain au quotidien et d'avertir sur certaines dérives. Dérives pour être conscient qu'il faut faire attention. C'est souvent la partie minoritaire qui met en danger et qui est une brèche. Et ça, on le trouve chez nous aussi. Hein, c'est la même chose. Mais peut-être faire évoluer aussi l'éducation, apporter des outils informatiques, puisqu'aujourd'hui, c'est un fait, la technologie, on ne peut pas la freiner. Le domaine juridique, il a du mal. À suivre, effectivement. Il y a un décalage absolu. Donc, pourquoi pas, aujourd'hui, les enfants, un enfant, c'est une page blanche, il apprend avec une facilité, une rapidité. Pourquoi ne pas lui donner les moyens? Oui, après, c'est ce que je disais, il faut un certain âge, une certaine maturité. C'est ça, il faut attendre peut-être. Pour les enfants, à un certain niveau du primaire, où les enfants peuvent avoir accès. 7 ans, 8 ans 9 ans. On dit vraiment pour travailler dessus, pour faire de la réflexion, faire un vrai projet, c'est à partir de 9 ans. Parce qu'il y a des choses qui sont déjà des chantiers personnels à l'enfant, naturels, qui sont déjà déclenchés. Et donc, pour que ça ne lui fasse pas un petit mélo-méli ou j'ai compris. De toute façon, ces outils-là et ces moyens-là, c'est sous le contrôle de l'être humain avec un système bien encadré, structuré. Et c'est lui donner des facilités, des moyens qu'il va utiliser de plus en plus pour qu'il puisse prendre conscience et qu'il apprenne correctement. Je dis toujours que la liberté, c'est connaître ses frontières. Bien sûr. Donc les frontières, aujourd'hui, c'est vraiment l'éducation ses limites aussi, et injecter. Tout, voilà, tout à fait. Tout est équilibre, en fait. Exactement. Bien doser dans tout. C'est vraiment la clé de tout. Ne pas utiliser les choses aléatoirement. Donc voilà, mettre ça sous un regard bienveillant, j'aime beaucoup. C'est important. Voilà ce que vous dites et c'est vraiment ce que vous véhiculez. Oui, le faire et je remercie vraiment, aussi. vous faites l'âme de cette mission. Ah, c'est gentil. C'est pour ça que je suis un peu émue et le sujet il est fort intéressant. J'ai préparé un pense-bête très riche. En tout cas, vous en parlez tellement bien. On voit que vous incarnez ce sujet-là, Nazia, et avec une telle aisance. Vous voyez, c'est votre première télé, mais vous avez parlé d'une manière tellement fluide, tellement belle, que j'étais en train de boire vos mots. Merci Pourquoi? beaucoup. Parce qu'on sent la passionnée. Et la passion dépasse le trac. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant. Parce que je suis arrivée avec l'intelligence artificielle, moi qui aime l'humain, moi qui aime la nature, les animaux. Je me dis, oh là, ils veulent nous mettre des robots. Et en fait, grâce à votre explication, j'ai compris qu'il faut un juste milieu en tout. Il ne faut pas rejeter la technologie. L'intelligence artificielle peut être importante dans le domaine de la santé, peut être importante dans différents domaines. Et même aussi au niveau
de l'humain, parce qu'il est aussi, c'est aussi un rappel aussi. Je ne pense pas que les humains, à un moment donné, vont rejeter la nature humaine. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il y a des robots qui essayent de remplacer les humains, mais ça ne remplacera jamais un cœur qui bat, des émotions. Et on a beau mettre des émotions au robot, ce ne sera jamais un humain. Parce que l'humain, il est quoi? Il est intuitif. L'humain, il a ce cœur, il a l'âme. Et ça, les robots, ils n'ont pas d'âme. Enfin, je pense pas. Hein. Ou alors encore un humain qui est nous, mais je pense pas. Moi, il y a un sujet une préoccupation qui me tient à cœur en tant que maman et une personne qui vient d'ailleurs en étant française et j'aime mon pays. Aujourd'hui, on se heurte beaucoup à des regards de fois désagréables dans le recrutement et tout. On est toujours prisonnier d'un jugement personnel. C'est vrai. Je serais heureuse qu'un robot ne regarde pas la couleur de peau, la couleur de peau, la taille et l'aspect physique de l'humain. Il la juge uniquement sur son capacité à faire et ses compétences, et non pas sur un parcours, d'où elle vient, son appartenance culturelle. Donc, même si vraiment en réalité, il y a énormément de choses qui sont mises en place, on met des initiales, mais les initiales, de toute façon, on envoie un CV, mais après, on est en face d'un être humain. Cet être humain, en 5 minutes, de toute façon, ce qu'on apprend en communication, en 5 minutes, son idée, elle est faite. Comment elle est faite, comment elle occupe l'espace et tout. Être en face d'un programme qui va analyser la donnée, et c'est basé sur un support documentaire qui est, par exemple, voilà, tous nos échanges sur les réseaux sociaux, sur nos CV et tout. Mais après, c'est faire son idée, être générique. Je me dis, voilà, je suis heureuse. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Nazia, c'est déjà la fin de cette émission, tout en couleur. Et oui, en tout cas, j'étais bien accompagnée. J'espère que vous avez aimé. Merci mesdames, merci mesdames de votre lumière, de votre bienveillance. Ça fait du bien d'être entouré de gens bienveillants. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.